La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié aux grandes questions de la protection sociale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Julien Damon, enseignant à Sciences Po et HEC et conseiller scientifique de l'EN3S. Julien Damon, bonjour. Bonjour. Nous allons aborder le sujet de la réduction des inégalités et plus précisément du rôle de la protection sociale dans la réduction de ces inégalités. Pour commencer, comme toujours avec vous, revenons aux bases. De quoi parle-t-on lorsque l'on évoque les inégalités ? De quoi parle-t-on ? C'est vraiment une excellente question et il faut toujours débuter par un peu de définition, enfin quelques repères. Protection sociale, notamment dans le cadre de ce podcast, on voit de quoi il s'agit. Pour les inégalités, c'est votre question. Pour l'ensemble des disparités, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on parle des inégalités de situation, des inégalités de destin, des inégalités de revenus, des inégalités de patrimoine ? Voilà, un ensemble d'inégalités. Est-ce que la protection sociale est efficace contre ces diverses inégalités ? Je ne pense pas qu'il faille faire ici un grand cours de philosophie politique. Il s'agit simplement de noter que la protection sociale, dont l'objectif est la couverture des risques sociaux, est en réalité un ensemble d'institutions qui visent la redistribution. Autre terme, la protection sociale est une machine à redistribuer. Et la redistribution, on doit la considérer, comme l'ensemble des inégalités, sous leurs différentes formes. Et alors justement, quelles sont donc ces formes de redistribution ? Habituellement, lorsqu'on évoque la protection sociale, on distingue la redistribution verticale et la redistribution horizontale. C'est pas de la géométrie, c'est de l'expertise sur la protection sociale. Qu'est-ce que la redistribution horizontale ? C'est la redistribution entre types de ménages, mais sans prendre en compte les ressources. J'illustre, on fait de la politique familiale. Vous avez des ménages sans enfants sur lesquels pèsent davantage les contributions, et des ménages avec enfants qui reçoivent davantage les allocations. Deuxième type de redistribution, toujours dans notre géométrie de la protection sociale, c'est la redistribution verticale qui, elle, vise les ménages selon leur niveau de vie. On peut le dire de façon beaucoup plus simple, c'est habituellement d'ailleurs ce que l'on entend par inégalité, c'est la redistribution des plus aisés vers les plus modestes. Ceci dit, la vie est ainsi faite, il n'y a pas que ces deux redistributions verticales et horizontales, on doit aussi regarder la redistribution entre les générations, la redistribution entre les territoires, ou encore la redistribution entre les hommes et les femmes. Et dans tous les cas, dans tous ces types de redistribution, sur l'ensemble de ces inégalités, la protection sociale joue, elle joue toujours, et elle joue souvent puissamment. Pouvez-vous illustrer ces formes de redistribution par des exemples concrets ? Alors, on a fait un peu de philosophie, si j'ose dire, quelques exemples concrets. Bon, c'est très simple. Qu'est-ce que la redistribution entre générations du point de vue protection sociale ? C'est l'ensemble du système de retraite, principalement. C'est aussi l'assurance maladie, parce que l'assurance maladie, ce sont principalement les jeunes en bonne santé qui cotisent pour financer les soins des personnes plus âgées qui en ont besoin. Redistribution entre les hommes et les femmes, c'est parce que c'est assez neuf en protection sociale à la française. Vous avez un objectif de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes, tant du point de vue salarial que de l'ensemble des responsabilités au sein du ménage. Redistribution entre les territoires, il y a une jolie formule, c'est que la protection sociale permet la circulation invisible des richesses. Vous avez des territoires très productifs. Prenons un exemple francilien, vous prenez le territoire de la Défense. Ce territoire va engranger de très larges masses, de très larges volumes de cotisations sociales et d'impôts, mais les gens n'habitent pas là. Ils habitent autour de la Défense, et même mieux que cela, il y a beaucoup de gens qui n'habitent pas la Défense ou les endroits où vivent les salariés de la Défense. Simplement pour dire qu'il y a des territoires dans lesquels il y a beaucoup de prélèvements sociaux qui arrivent dans les caisses de la protection sociale et qui viennent irriguer les autres territoires. Dit de façon moins savante ou moins prétentieuse, l'idée est que la protection sociale permet à des territoires dits productifs
d'engranger des cotisations et à des territoires dits résidentiels de vivre, dit de façon encore plus simple. Avec les retraites, vous permettez à différents territoires qui auparavant vivaient chichement, difficilement, de pouvoir, en ayant attiré les retraités, organiser une vie de qualité. Donc il y a de la redistribution géographique. Et selon vous, la protection sociale est-elle efficace en matière de redistribution ? Alors, la question est extrêmement large. Elle est si large qu'elle ne peut pas appeler une réponse simple parce qu'il faudrait prendre point par point, thème par thème. À mon sens, ce qui importe, c'est que pour l'ensemble des sujets autres que la seule redistribution entre les pauvres et les riches, sur le plan financier, les impacts sont toujours considérables. C'est toujours considérable en matière de retraite, c'est toujours considérable en matière territoriale, même si j'ai employé la jolie expression de circulation invisible des richesses. C'est encore imparfait du côté égalité homme-femme, mais il y a des progrès. Il existe pour l'ensemble de ces points, dans l'ensemble de ces sujets de redistribution, bien des débats techniques, bien des controverses politiques pour cerner ce qu'est l'ampleur exacte de la redistribution, mais de toutes les façons, au-delà de s'arrêter à des chiffres, c'est toujours extrêmement substantiel. Le principal sujet n'en demeure pas moins les inégalités en termes de niveau de vie. Absolument. C'est en tout cas le sujet le plus étudié, le plus commenté, le plus disputé lorsqu'on évoque le thème de la redistribution et lorsque l'on évoque le thème de notre podcast, la protection sociale est-elle efficace contre les inégalités ? On pense aux inégalités verticales, on pense à la redistribution verticale, c'est-à-dire aux évolutions des niveaux de vie, des conditions de vie avant la protection sociale, après la protection sociale, entre les plus riches et les plus pauvres. Ce que l'on regarde, classiquement, c'est traiter de la situation des ménages avant le système socio-fiscal, avant donc les prélèvements des impôts directs et avant le versement des prestations sociales. On regarde la situation avant et on regarde la situation après. Et on observe que le revenu disponible des ménages, les sous qu'ils peuvent utiliser pour consommer, ce revenu disponible des ménages est très affecté par les transferts publics, positivement à travers les prestations. La plupart des revenus des ménages augmentent avec les prestations sociales qui s'y ajoutent, mais aussi négativement parce que les prélèvements qui viennent financer la protection sociale, qu'il s'agisse de cotisations principalement, mais aussi d'impôts, viennent diminuer leurs revenus disponibles. Les plus riches sont plus affectés par les impôts et les moins aisés sont plus affectés positivement par les prestations sociales. Concrètement, on peut observer ce que sont les inégalités et le taux de pauvreté, la pauvreté, avant la redistribution, c'est-à-dire principalement avant le versement des prestations sociales et avant le prélèvement des impôts directs. Concrètement, si on prend le début des années 2020, le taux de pauvreté, il est de un peu plus de 20% avant redistribution, il tourne autour de 15% après. Si on prend le versement des prestations monétaires et les prélèvements des impôts directs, on observe donc une baisse d'environ 7% de la pauvreté. Si j'ai pris les chiffres de 20% et de 15%, vous observerez que ça ferait que 5%. Mais le chiffre exact pour 2020, c'est que notre système de protection sociale fait, on peut le dire ainsi, baisser le taux de pauvreté de 7 points. Ce qui est élevé, parce que on peut comparer la France avec les pays comparables, les pays riches au sein de l'OCDE. Et là, on voit que la France est vraiment un des pays les plus performants, avec un pays du Nord, la Suède. Et au-delà de la pauvreté, comment la redistribution agit-elle sur les inégalités plus globalement ? On a en effet traité de la pauvreté, qui, dans une certaine mesure, est une forme d'inégalité. Il y a une autre manière d'observer les inégalités, c'est de voir ce que sont les évolutions des situations des 10% les plus riches par rapport aux 10% les plus pauvres. On observe ce qu'est l'écart de niveau de vie entre différentes catégories de la population avant et après redistribution. Si on prend cet écart de niveau de vie entre les 10% les plus aisés et les 10% les plus modestes, il est d'environ 20 avant redistribution, de 6 après redistribution. Voilà 6 des chiffres bien lancés. Qu'est-ce que ces chiffres signifient ? Ça veut dire que avant la protection sociale, avant le passage des mécanismes de protection sociale, le 10e le plus riche de la population est 20 fois plus riche que le 10e le plus pauvre.
Après application des principaux mécanismes socio-fiscaux, le 10e le plus riche ne l'est plus que 6 fois le 10e le plus pauvre. Voilà, quand on pose la question, la protection sociale est-elle efficace contre les inégalités? Est-ce qu'elle l'est suffisamment ou insuffisamment? C'est un thème, mais ce que l'on observe, c'est que l'on passe d'un écart de 1 à 20 entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, à un écart qui s'est réduit de 1 à 6. Je crois qu'aujourd'hui se développent d'autres méthodes, la méthode dite en redistribution élargie. Pouvez-vous nous en dire davantage? Pour établir ce que l'on baptise un bilan redistributif complet, on ne prend plus uniquement en compte les seules prestations sociales qui incarnent la protection sociale et les impôts directs, on prend également en compte l'impact des prestations publiques en matière d'éducation ou de transport. Ce sont des prestations qui sont individualisables. On peut voir ce qu'est la dépense par habitant en termes de collège, de lycée, voire d'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Donc, on prend donc en compte la redistribution monétaire, comme on l'a fait auparavant pour observer les écarts de niveau de vie, dans l'approche la plus commune, mais on prend désormais également en compte la redistribution qui s'effectue par les services publics, autres que le service public de protection sociale. Alors, cette redistribution élargie, elle contribue à une réduction encore plus significative des inégalités de revenus. Si on doit retenir quelque chose, pas de chiffres précis, mais des ordres de grandeur. Avant transfert, les 10% des ménages les plus aisés disposent d'un revenu qui est environ 20 fois plus élevé que celui des 10% les plus pauvres. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, un rapport de 1 à 20, qui devient un rapport de 1 à 6 avec les principaux mécanismes de protection sociale. Mais si on prend en considération cette redistribution élargie, l'écart n'est plus que de 1 à 3. Alors, on peut le redire, l'enseigner c'est répéter, dit-on, avant redistribution, l'écart entre riches et pauvres est de 1 à 20. Après la redistribution classique, prestations monétaires, impôts directs, cet écart n'est plus que de 1 à 6. Après redistribution élargie, il est de 1 à 3. Une remarque importante, c'est que le caractère redistributif du système social français ou du système institutionnel français, au-delà de la seule protection sociale, il provient avant tout des transferts en nature, comme l'éducation, le logement, la santé. Viennent ensuite les prestations monétaires qui vont du RSA aux allocations familiales en passant par l'assurance chômage. Alors, la protection sociale est-elle efficace contre les inégalités? Ma réponse est qu'elle est en tout cas puissante. Est-ce qu'elle est suffisamment puissante, insuffisamment puissante, voire trop puissante? Ça, c'est une question politique et chacun des auditeurs peut choisir maintenant qu'il a à l'esprit les grands ordres de grandeur. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et à bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.